One, two, three, funky. Bienvenue sur Exclusive, le podcast des cyber TDS. Merci de me rejoindre sur ce format afin de parler de l'univers des webmodèles, créatrices et créateurs de contenu pour adultes. On parle ici d'expériences de vie, de tips entre collègues, de bien-être, de culture, d'events, d'émancipation et bien d'autres sujets dans un espace safe. Moi c'est Nélane, je suis camgirl depuis 6 ans et dans cet épisode, on va parler d'identité culturelle multiple, de métissage et de ce que ça implique de se construire en tant qu'individu. Je vous propose une écoute avec une personnalité chaleureuse, enthousiaste, qui a un parcours assez atypique. Demon Girl, bienvenue et encore merci de venir partager ton expérience. Je suis très heureuse d'échanger avec toi sur ton parcours, tes passions. Pour commencer, je vais te laisser te présenter dans les grandes lignes. Je m'appelle Demon Girl, je suis issue d'une mère anglaise et un père marocain. J'ai grandi en Suisse la majorité de ma vie et j'ai déménagé en France il y a maintenant 3 ans. J'ai 21 ans. Je fais uniquement du virtuel, je ne fais pas de cam ni de live, je fais uniquement des vidéos qui sont sur des plateformes. Je ne vends pas non plus en dehors des plateformes mes prestations. Ok, du coup ça fait combien de temps à peu près que tu évolues dans le milieu du TDS ? Ça fait maintenant 2 ans. Est-ce que c'est ton activité principale ? Oui, c'est mon activité principale. Si je te dis le mot métis, qu'est-ce que ça t'évoque ? Le mot métis, ça m'évoque un mélange d'ethnie et de culture. Un mélange de culture et de choses différentes. Mais en gros, il y a la culture qu'on apprend. Et pour moi, il y a aussi toute la culture qui vient de nos ancêtres. La culture... Tout à l'heure, tu disais que tu avais une double culture. Est-ce que pour toi, avoir une double identité culturelle, est-ce que c'est plus une richesse ou un fardeau ? Alors, je trouve que c'est une richesse, mais ça peut vite virer au fardeau. C'est-à-dire, c'est un beau truc, c'est quelque chose de beau avec lequel on vit, avec lequel on apprend, mais ça peut vite être compliqué du fait que une culture ne va pas accepter l'autre. Une culture va dire non, t'es pas de cette culture-là parce que t'es métisse, du coup, tu devrais être entièrement de cette origine pour faire partie de la culture. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui devient vite un fardeau. Est-ce que tu as eu l'impression que l'un de tes parents t'a plus transmis sa culture que l'autre ? Oui et non. En fait, ce qu'il faut savoir avec mes parents, c'est que c'était vraiment... Pour dire ça trash, c'était un concours de beats. C'était... Mon père m'a fait lire des trucs en arabe parce qu'il voulait que j'apprenne à lire l'arabe et à l'écrire. Carrément, il voulait me mettre dans une école coranique après l'école obligatoire. Et ma mère a dit qu'elle n'était pas d'accord. Et quand je revenais les week-ends, parce que du coup, mon père, il m'avait que les week-ends, de chez mon père et j'allais chez ma mère et je disais ah oui j'ai appris telle chose en arabe, ma mère me faisait lire des livres en anglais pour pallier à ça. Du coup c'était vraiment tu as appris ça, ben je vais te faire apprendre ça. Et c'était vraiment un concours de beats entre les deux en fait. Mais je trouve pas qu'il y en a un qui m'a plus appris que l'autre. Toi, en ressenti, t'as eu l'impression de prendre plus chez l'un que chez l'autre ou de manière égale pour toi, il t'apportait la même chose ? Je trouve pas que c'était de manière égale, mais par exemple, vu que physiquement, en étant plus jeune, j'étais beaucoup plus métisse. Franchement, j'étais brune de peau et que j'ai toujours eu des cheveux bouclés et entre roux et bruns. En été, ils sont roux et en hiver, ils sont plus bruns. En étant petite, ma mère me disait tout le temps que je ressemblais à mon père. On me disait toujours que ça se voyait que j'étais arabe, même si techniquement le terme c'est pas arabe, c'est maghrébine, mais bon. Et maintenant que je suis beaucoup plus blanche de peau vu que je ne bronze plus et que je me teins les cheveux, les personnes me disent que j'ai plus du tout l'air d'être marocaine et j'ai plus l'air d'être française. Alors qu'on me dit plus du tout que je suis anglaise non plus. Et c'est devenu un tu ressembles à telle ethnie à tu ressembles à une ethnie que tu n'es pas du tout. Et tu lui viens ? Oui, franchement, j'ai un exemple tout simple. Et je me rappelle être à la gare avec mon homme, qui est du coup un homme blanc. Et le banc en face de nous, il y avait 2 personnes qui, je pense, étaient à peu près du même âge que moi, mais que ça se voyait qu'ils étaient maghrébines.
de deux hommes. Et je me rappelle d'avoir vu la police alors que mon homme est en train de fumer sur le quai, alors que si je me trompe pas, c'est devenu interdit. Ils sont passés juste devant nous, aller vers eux alors qu'ils ne faisaient rien. Et que la personne qui est en train de faire un truc qu'il n'osait pas vraiment, concrètement, c'était mon mec. Mais vu qu'il est blanc, bah, il n'a pas eu de souci. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué maintenant. Vu que j'ai plus l'air autant racisée, bah, j'ai plus autant de problèmes. J'ai plus autant de gens qui vont m'accuser de choses que je n'ai pas fait. J'ai plus autant de personnes qui vont m'arrêter, que ce soit la police. Et d'un côté, je le vis bien parce que j'ai plus autant de problèmes, mais d'un côté, je me sens mal parce que c'est pas normal. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, ça enchaîne un peu sur une question que j'allais te poser qui était est-ce que en fait, ton nom et ton prénom laissaient transparaître tes origines? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est du coup, comme je t'ai dit, je m'appelle Démon Ellis. Du coup, Démon, c'est mon prénom, Ellis, c'est mon nom de famille. J'ai pris le nom de famille à ma mère. Et en fait, déjà, contexte, ma mère m'a appelée comme ça parce que je suis née d'une tromperie. Et en fait, elle a voulu foutre un gros doigt d'honneur à mon père parce que mon père est marocain et musulman. Et avoir une fille qui s'appelle Démon, c'est horrible pour lui. Et du coup, il m'a donné un second prénom. Et pendant toute ma scolarité, je voulais qu'on m'appelle comme ça. Et ce qui était drôle, c'est qu'à l'école, on me disait non, tu t'appelles Démon, assume le fait que tu es un démon, que tu es la fille du diable. Et ça m'a tellement suivie que maintenant, je préfère qu'on m'appelle Démon. Et il n'y a que ma famille proche qui m'appelle. Mais du coup, j'ai pas un prénom qui laisse transparaître mes origines. Ah ouais, mais en fait, j'avais pas du tout compris à l'origine ce que tu m'avais dit. Parce que moi, j'avais compris que Ellis, je le prononce bien, désolée. Hein. Pas de souci, Ellis, ouais. Ouais, c'était ton prénom. Non, c'est l'opposé. Démon, c'est mon prénom. Ouais, non, mais Ellis, c'est mon nom de famille. Mais du coup, c'est Demon alors. En fait, ouais, ça c'était Demon parce que je suis née en Angleterre. Ok. Ouais. Ah oui, c'est. Oui. Waouh. J'ai pas les mots. Ok. Oui. D-E-M-N, voilà. Ok, incroyable. Et le petit truc drôle, c'est que j'ai une demi-petite sœur qui est blonde aux yeux bleus. Et bien sûr qu'elle s'appelle Angèle. Parce que sinon, ce serait pas drôle. Oh, waouh. Ouais. Ah, c'est incroyable. Oui. J'ai pas les mots. Ok. J'étais pas prête à ça du tout. Waouh, ok. Ouais, donc en fait, toi, en termes de nom et prénom, il n'y a rien qui transparaît à part ta famille, enfin tes proches qui utilisent le nom que ton père t'a donné. Exactement. Et après, faut savoir, vu que je suis pas née au Maroc, quand mes parents ils ont fait mes papiers marocains, parce que du coup j'ai les papiers, au moment où ils ont fait, mon père m'a dit qu'ils n'avaient, vu que j'ai le nom de famille de ma mère qui est un nom de famille anglais, ils n'étaient pas d'accord de me faire un passeport. Du coup, mon père a menti en disant que mon nom de famille, c'est son nom de famille à lui. Ce qui veut dire que sur mes papiers arabes, j'ai un prénom totalement différent de mes papiers anglais. Du coup, ça veut dire que tu as 2 passeports avec 2 prénoms différents. Et même, j'ai 3 passeports avec 3 prénoms différents, vu qu'en Suisse, on m'a fait encore un autre nom. Ils ont fait un mélange des deux. En fait, le problème, c'est que c'est à 100% illégal. Ils n'avaient aucun droit de faire ça. Et du coup, toi, t'as déjà eu... on t'a déjà arrêté à la douane ou... T'as déjà eu des problèmes par rapport à ça ? Non, parce que justement, je fais le truc de voyager avec un seul type de transport. Si je voyage avec mes papiers suisses, je vais voyager qu'avec mes papiers suisses. Et du coup, quand on me demande, il y a mon nom sur mes papiers suisses. Et du coup, si je voyage à un autre endroit, je vais changer de papier. Mais je vais jamais prendre les deux en même temps. Attends, je m'en mets de l'information là parce que... Ah, t'as un parcours incroyable. Ah oui, et encore... Et, du coup, est-ce que tu as eu l'impression, parce que là, je suppose, tu me dis si je me trompe, mais que le fait de déjà avoir une double identité, c'est quelque chose, mais peut-être en plus rajouter l'identité religieuse derrière, ça rajoute quelque chose ou en fait, toi, tu n'as jamais eu l'impression de devoir choisir l'aspect spirituel, du coup, musulman et chrétien? Ça, c'est un truc très spécial. Ma mère, elle était juive à la base. Et mon père était est musulman. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était, encore une fois, comme toujours, un concours de bites. Non, elle va prendre ma religion. Non, elle va prendre ma religion. Et dans la religion juive, il faut savoir que c'est la mère qui donne la religion. Et dans la religion musulmane, c'est le père. Du coup, il y avait quiproquo de elle prend quoi. Et mes parents, ils ont dit, on va la laisser décider. Sauf que c'était pas, on va la laisser décider quand elle pose ses questions. C'était, mon père voulait que je fasse l'école coranique.
pour que je lise le Coran et que j'apprenne des choses. Ma mère voulait, du coup, à ce moment-là, vis-à-vis de la Torah, mais entre-temps, elle a changé, elle est plus juive, maintenant elle est bouddhiste. Et ça a fait mon père qui essayait de m'immiscer la religion de l'islam, ma mère qui essaye maintenant de me rendre bouddhiste. Et vu que je suis une personne bornée et que plus on essaie de me forcer à quelque chose, plus je vais résister, j'ai choisi aucun des deux. Et il faut avoir le contexte que, du coup, ma famille, c'est une famille recomposée. J'ai plein de sœurs et plein de frères. En tout, ça fait 9 sœurs et 3 frères. Mais c'est que des demi-frères et demi-sœurs, dont des avec qui je n'ai aucun lien de sang. Et du coup, ceux avec qui j'ai un lien de sang, c'est mon grand frère, ma grande sœur et ma petite sœur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon grand frère est communiste. Du coup, pour lui, c'est tout qui a tout le monde et qui appartient à tout le monde. Voilà. Et concrètement, moi, je dis qu'il est dans une secte parce que c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est qu'il est dans une secte. Il a coupé contact avec tout le reste de la famille sauf moi, parce qu'il pense qu'il peut m'immiscer dans sa religion. Ma grande sœur, elle n'a pas de religion du tout. Et quand j'étais avec un de mes ex, ils étaient protestants et ils essayaient aussi de me rendre protestante. Et du coup, j'ai vraiment eu tous les côtés de chaque personne qui essayait de me tirer d'un côté ou de l'autre. Et ça m'a tellement énervée que j'ai fait moi-même mes recherches et j'ai dit je vais devenir païenne parce que j'ai pas envie de croire en ce que eux croient, j'ai envie d'avoir mon propre truc. Et alors, est-ce que c'est pas compliqué d'avoir une religion païenne, une religion qui est presque plus inexistante maintenant? Parce que si on retourne un peu sur l'histoire de la religion païenne, en fait, c'est tout ce qui va être autour de la nature. Et cette religion païenne, elle a essayé d'être brisée. Tu me dis si je me trompe, hein, ça se trouve, tu dois connaître mieux que moi. Elle a été brisée par dans les civilisations, notamment le christianisme et d'autres religions qui voulaient s'imposer et donc qui décident de briser ces anciennes coutumes qui étaient vachement liées à la nature, non? Oui, totalement. Surtout, moi, ce que je trouve le plus compliqué, surtout quand je parle avec des gens, faut savoir que je suis souvent dans des groupes Snap de personnes musulmanes parce que je traîne là-dedans depuis que j'ai 15 ans et quand je m'ennuie, je vais souvent dedans parce que ça va me permettre d'apprendre des choses, notamment sur la religion musulmane. Certes, je ne suis pas de cette religion-là, mais j'adore apprendre des choses parce que j'en apprends tous les jours et parfois je fais « Ah, mais ça, c'est logique » ou « Ça, je comprends pas ». Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de débattre avec des gens et beaucoup de personnes religieuses, à mes yeux, et je dis bien à mes yeux et de ce que moi j'ai vécu, ils vont raconter ce qu'ils veulent sur leur religion. Mais dès que toi, tu essaies de leur dire un truc, c'est « Ah, mais non, mais c'est bête, en fait ». Et je suis en mode « non, j'ai le droit de croire ce en quoi je crois. Moi, je critique pas ce en quoi toi, tu crois. » Et personnellement, c'est surtout ça que je trouve compliqué et chiant. C'est le fait que, pour moi, une religion ne devrait pas essayer d'amener des gens dedans, mais en parler un peu comme planter des graines, les arroser et voilà. Pas essayer de mettre je sais pas combien de produits chimiques pour forcer la pousse. C'est un peu l'impression que j'ai avec les personnes religieuses qui veulent tout le temps convertir les gens en fait. Concrètement, ils veulent juste convertir les gens. Moi aussi, j'ai une opinion particulière sur les religions. Moi, je me suis toujours dit depuis très jeune que je comprenais pas pourquoi on devait aller dans une religion plus qu'une autre ou pourquoi une religion avait plus la légitimité, tu vois, plus qu'une autre. Moi, je me suis toujours dit, en fait, c'est différentes échelles, mais à la fin, tu vas au même endroit. Oui, justement, dans ma vision de la religion, c'est très spécial, hein, mais à mes yeux, pour moi, tout existe en même temps. C'est-à-dire que Allah, qui est le Dieu pour les personnes qui sont musulmanes, et Dieu, qui est le Dieu pour les personnes chrétiennes, existent en même temps. Et que ce en quoi on croit, et ce en quoi on va arriver, si ça fait du sens. Après, c'est vraiment ma vision à moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Non, mais c'est pas possible ». Je dis « Oui, mais c'est comment moi je vois la chose, c'est tout ». Pour avoir beaucoup de personnes aussi qui sont dans des religions autour de moi, moi, je viens d'un coin où, en fait, la religion chrétienne, elle est hyper ancrée, tu vois. C'est seulement quand je suis arrivée en France que j'ai découvert la religion musulmane, tu vois. Donc, j'avais pas du tout d'a priori sur qu'est-ce que c'était ni rien. J'en avais pas trop entendu parler avant. Et du côté des religions chrétiennes, quoi, moi, la plupart de mes amis, en fait, tous les dimanches, ils allaient à l'église. Genre, c'était l'obligation, tu vois. Tous mes potes sont baptisés.
Et en fait, t'as certains sujets qui sont un peu tabous, genre la sexualité, et genre c'est trop compliqué d'en parler parce que justement la religion te disait qu'il fallait pas trop que t'en parles. Voilà, c'était des sujets tabous. Et donc moi j'ai évolué dans ce milieu-là, et avec une mère qui, elle, m'a toujours dit tu fais comme tu veux. Va là où tu veux, fais comme tu veux. Donc, je me suis jamais sentie. Ouais, c'était cool, mais je me suis jamais sentie obligée, tu vois, de croire en quelque chose. Donc, je suis passée par différentes phases, tu vois. J'ai essayé un petit peu de voir ce que c'était le bouddhisme. J'ai été dans des églises, accompagner mes potes. Mais à aucun moment, tu vois, je me suis sentie forcée déjà d'une part, tu vois. Mais ensuite, attirée. Ouais, Tu vois. ok, tu vois. J'ai été faire aussi de l'ésotérie, tu vois, des trucs comme ça, voilà. Mais en fait, à aucun moment, je me sens attirée par une force plus qu'une autre, tu vois. Un peu comme toi, tu vois, j'ai conscience qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Je pense qu'il y a quelque chose qui existe, je ne sais pas quoi, mais je vais pas dénigrer la religion des autres pour pouvoir mettre la mienne en avant, tu vois, par exemple. C'est surtout ça que j'ai l'impression que beaucoup de personnes religieuses font. Le truc que je trouve aussi super mauvais, c'est le fait que beaucoup de personnes vont dire des choses, mais en aucun cas, ils vont les appliquer. Je me rappelle avoir parlé avec des personnes musulmanes qui m'ont dit toi, tu vas finir en enfer. Et je leur rappelle que mais tu n'as pas le droit de dire ça. C'est littéralement dit dans le Coran que tu ne peux pas juger quelqu'un à la place de Dieu. La seule personne qui peut juger, c'est Dieu. Du coup, déjà, toi, tu es en train de faire une erreur. Et je trouve ça vraiment chiant parce que beaucoup de gens, ils vont... Mais c'est un peu comme le monde tout court. Tout le monde va s'intéresser, foutre leur nez dans tous les trucs de tout le monde, mais jamais dans les siens. Enfin, si ça fait du sens. En fait, la religion, c'est un système de pouvoir, hein. Oui, à 100%. C'est pour contrôler. Un peu comme Voilà. la politique. Et moi, je suis pas étonnée qu'il y ait ce genre de comportement, en fait. C'est un système de pouvoir. C'est pas pour rien que tu essaies de rallier le plus de personnes à ta religion. C'est que tu sais qu'à un moment donné, tu vas faire poids. Voilà, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et ça, tu le retrouves dans toutes les religions. Presque sans exception, je pense. C'est vrai, je suis d'accord. Alors, tu m'as expliqué que du coup, on avait essayé de te tirer un petit peu partout dans toutes les religions. Est-ce que tu as eu à un moment donné l'impression que la société a demandé à ce que tu fasses un choix de culture? Est-ce que, genre, quand tu étais à l'école ou quand tu étais, je sais pas, même au travail, tu as senti à un moment donné qu'il fallait que tu choisisses une culture plus qu'une autre? Alors, je me rappelle déjà quand j'étais à l'école, il faut savoir que j'ai toujours vécu avec mes parents séparés, je les ai jamais connus ensemble. Et mon père a eu plusieurs copines qui ont changé, hein. Environ 40 copines dans l'espace de ma vie, c'est vraiment beaucoup, sachant que j'ai 21 ans. Et ma mère, elle a trouvé un mec quand j'avais 3 ans. Du coup, elle est mariée avec, hein, et tout se passe bien. Et du coup, son père, du coup mon grand-père, du côté de ma mère en Angleterre, est décédé. Et on vivait dans une ville et on a déménagé dans un petit village. Et je pèse pas mes mots, enfin si je pèse mes mots quand je dis que c'est un petit village de merde où tout le monde sait tout de tout le monde. Et du coup, c'est vite arrivé que mais j'étais la seule arabe. Et pour moi, c'est loufoque parce qu'il y avait quelqu'un qui était noir dans ma classe, mais pourtant c'était moi l'arabe parce que j'étais la seule qui parlait la langue. Et je me rappelle, l'harcèlement, c'était pas au début, en tout cas pas sur les origines, mais c'était tout le temps des questions comme « Ah, mais dis-moi ça en arabe, dis-moi ça en arabe ». Et c'était toujours « Ah, mais t'es sûr que ça se dit pas comme ça ?» etc. Et un truc qui m'avait marqué quand j'étais, du coup, c'était... du coup, en Suisse, on a un système totalement différent. On a ce qu'on appelle les Armos. Du coup, on a 1, 2 et jusqu'à 12, en fait, ça va. Enfin, 12 H, oui, 12 H. Du coup, ça va jusqu'à 12. Et aux alentours de mes 7-8 ans, si je ne me trompe pas, quand on avait déménagé là-bas, je me rappelle, j'avais une prof qui était du coup chrétienne et elle nous mettait des films sur la Bible. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que normalement, ils n'ont pas le droit de faire ça à l'école, nous mettre des films sur la Bible. Et je me rappelle parce que j'étais là en mode, mais madame, pourquoi Jésus? Enfin, c'est pas... Enfin, je me rappelle que je disais, mais... Moi, j'ai jamais appris des choses sur Jésus. Tu me dis, si, mais en fait, il faut lire ça, c'est important, c'est pas tes parents qui vont te l'apprendre, il faut apprendre ça tout seul. Et je me rappelle, c'était vraiment une prof qui essayait de nous tirer dans la religion. Et ça m'avait vraiment marqué. Mais surtout, en étant enfant, je me rappelle ça.
Et il faut savoir qu'à une période, du coup, vu que je m'appelle Démon, je voulais qu'on m'appelle constamment. Et ce qui s'est passé à l'école, c'est que on m'appelait tout le temps démon au point où ça m'a fait vriller et je portais que du rose. Non, je suis pas un démon. Regardez, je m'habille en rose pompon. C'est pas possible. Chaussures roses, jean rose, t-shirt rose, maquillage rose, toujours en rose. Et à un moment, j'ai pété les plombs et je suis devenue gothique. C'est à ce moment-là que j'ai totalement switché. Je suis devenue totalement noire. Enfin, l'habit et le style. Et c'est à ce moment-là qu'on essayait de nouveau de me remettre dans la religion. Ah, mais arrête d'écouter tes musiques dépressives, viens écouter un chant coranique, il te faudrait une ruqya, qui est, c'est comme un exorcisme, mais version arabe. Je me rappelle, ça avait vraiment refait ça à cette période-là. Et ensuite, on m'a totalement lâchée. J'ai été en famille d'accueil pendant un moment. Et quand j'étais en famille d'accueil, j'étais dans une école à Berne. Et je me rappelle un truc de la règle dans cette école à Berne, si on avait une croix autour du cou, on ne pouvait pas la porter. Si on avait des vêtements militaires, on ne pouvait pas porter. Si on portait un voile, on ne pouvait pas aller à l'école. Tout ce qui était un symbole de pouvoir ou religieux, on n'avait pas le droit de le porter. Ok, donc c'était une école qui se disait laïque, je suppose. Possible. Je sais pas la définition de la laïcité, mais ok. Et c'était, ils ont dit oui, mais pour pas faire de jaloux. Mais ensuite, je me rappelle, il y avait une fille qui portait de base un voile, qui a enlevé son voile pour aller à l'école et qui a dit mais c'est pas juste, elle porte une croix, mais elle le met en dessous de son t-shirt, du coup ça se voit pas. Et du coup elle a dit mais dans ce cas-là je peux porter un voile et je peux mettre une perruque par-dessus. Et je me rappelle, on avait fait pas mal de conneries là-bas, comme je me rappelle avoir porté un vêtement militaire mais avoir mis un pyjama par-dessus. Et du coup la prof elle a rien dit parce que du coup j'avais mon pyjama, ce qui ne fait pas beaucoup de sens concrètement. Mais oui, on cherchait un peu les limites quoi. Mais oui, ce genre de choses c'est arrivé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça te fait quand on te dit d'où tu viens, sous-entendu de quelles sont tes origines? En vrai, ça me fait plaisir parce que je sais que je pourrais parler d'un truc que j'aime beaucoup, mais je sais pertinemment qu'on va me dire mais non, c'est pas possible. Bah, récemment, justement, j'en peux plus parce que j'ai débattu bon nombre de fois de dire je suis marocaine, je parle arabe, je sais même cuisiner de la nourriture de ma culture, enfin voilà. Et en ce moment, c'est devenu l'opposé. On me dit ah oui, c'est bon, t'es arabe, par contre, t'es pas anglaise. Et il y a un commentaire que j'ai reçu sous une de mes vidéos qui disait mais ton anglais, c'est un anglais avec un accent français. Et je trouve que ça s'entend clairement que mon anglais a un accent anglais, vu que j'ai littéralement grandi là-bas. J'ai grandi avec une mère anglaise qui me parle uniquement anglais. Et certes, je fais des erreurs parce que je parle pas assez, mais je trouve que ça s'entend à l'accent qu'on a. Tout comme quand je parle allemand, j'ai un accent suisse-allemand. Et ça s'entend que j'ai appris l'allemand en Suisse. Et oui, j'ai de la chance de parler 4 langues du coup. Oui, c'est que tu as une facilité sur les langues en tout cas. Oui, et pourtant, je suis la plus nulle de ma famille parce que ma mère parle 8 langues et mon père 7. Oh. Oui, je suis considérée tout en bas de l'échelle. Bon, t'étais quand même prédestinée à savoir parler des langues, je pense. Oui. T'as jamais voulu faire d'études autour de la linguistique? Justement, mes parents, ils me poussaient pour ça. Ils ont dit, toi, tu vas être linguiste, tu vas faire ça. Et en fait, j'avais fait la trend moins au moins avec ma meilleure amie. Et le but, c'est un peu de se lancer des petits pics, quoi, mais en rigolant. Et elle m'a dit, moins au moins, mes parents, ils m'ont pas tellement poussé aux études que ça m'a dégoûtée et j'ai tout arrêté. C'est exactement parce qu'elle parlait de moi. Mes parents, ils ont tellement voulu me pousser à faire des choses. Et c'était au point où est-ce que j'avais pas le droit de voir des amis. J'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de lire des bandes dessinées, je n'avais pas le droit de lire des mangas et même à un moment, on m'a enlevé les livres et la musique qu'il y avait dans ma chambre. Et tout ce que j'osais faire, c'était étudier ou dessiner. Et ça m'a tellement poussée dans des problèmes que j'ai totalement arrêté. Et les études, c'est quelque chose qui... J'aime ça pourtant. Je trouve que je suis relativement douée. Mais mes parents ont tellement voulu me pousser à faire ça que j'ai dit non, jamais de la vie je deviens linguiste. J'utilise mes trucs avec... mes langues pour pouvoir communiquer avec d'autres personnes, etc. Ça m'est utile dans le TDS d'ailleurs. J'ai pas mal de personnes qui sont allemandes, avec qui je parle. Mais en dehors de ça, je veux absolument pas faire des études là-dedans. Du coup, tu as quand même réussi à utiliser les langues dans ton métier actuel
Oui, pour que ça puisse se servir. Moi, je trouve que quand tu es TDS, genre parler plusieurs langues, c'est le Graal parce que, en ligne en tout cas, je pense que quand tu fais du TDS réel aussi, ça doit être un truc, ça doit être intéressant parce que tu peux toucher plusieurs clients, tu vois. Mais quand tu es en ligne, tu peux toucher tellement de personnes dans le monde en même temps oui, que si tu parles allemand, en plus, toi, t'es au niveau de t'as été pendant un certain temps au niveau de la Suisse, donc j'ai envie de dire, t'as l'Angleterre, là, t'as la France, là, t'as l'Allemagne par là. Donc tu exactement, rayonnais, quoi. c'est ça. Et du coup, j'ai appris l'anglais à la maison avec ma mère. Mon père, il me parlait qu'en arabe quand j'étais petite. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc, depuis que physiquement, je ne ressemble plus à une arabe, mon père a arrêté de me parler en arabe. Et je lui ai dit, mais on peut toujours parler en arabe, hein. Puis il a dit, non, non, c'est bon. C'est un truc que j'ai un peu de la peine à accepter encore. C'est un peu dur. Mais du coup, mon père, il m'a appris l'arabe. J'ai appris l'allemand avec ma famille d'accueil et j'ai appris le français à l'école. Et je fais Ok. encore des erreurs en français. Beaucoup plus d'erreurs en français, ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand je regardais tes stories, à plusieurs reprises, tu dis, moi, je suis plus à l'aise en anglais, je parle pas bien le français, etc. Et quand je t'entendais dire ça, je me disais, mais non, genre tu parles hyper bien français, je trouve, en tout cas c'est ma perception. Je veux dire, tu sais utiliser la subtilité des mots, tu vois, ça c'est un truc, quand c'est pas une langue que tu as l'habitude d'utiliser ou que quand tu la maîtrises pas bien, la subtilité des mots, c'est compliqué, quoi. Et ouais, c'est quelque chose que tu dis quelquefois quand tu fais tes stories, c'est que tu parles pas bien français. Bon, moi je trouve que tu parles bien français. Je précise le fait que je parle pas bien français parce qu'à plusieurs reprises, on me dit, mais c'est, par exemple, c'est la poêle et pas le poêle. Je fais des erreurs comme ça et en fait, les gens, ils pensent pas que, ah, mais elle parle pas bien français parce qu'elle l'a appris plus tard que les autres langues. Non, ils disent, ah, mais en fait, elle est teubée. Et du coup, c'est pour ça que je le précise, parce que le nombre de personnes qui me disent, non, mais t'es bête, ou un truc qui est arrivé récemment. Déjà, il faut savoir que les mots en Suisse, on les dit parfois différemment que les mots en français. Exemple, la dernière fois, je disais, il me faut un fun. Et mon mec, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, un fun? Un fun, c'est un sèche-cheveux en Suisse. Et du coup, des choses comme ça, ou bien, je lui ai dit, je pars une batterie, puis il me dit, une batterie portable. Non, il y a une batterie. 5 minutes, on se prend la tête, et il me dit, batterie, genre les piles. Et je dis, oui, oui. Mais parce que j'ai pensé au mot en anglais, et que je l'ai traduit littéralement, ben, j'ai fait l'erreur. Et ça m'arrive souvent. Et les gens se foutent souvent de ma gueule. Et c'est pour ça que je précise, j'ai la peine avec le français, comme ça au moins c'est posé, comme ça ils savent. Moi, j'ai un peu du mal avec ce type de réaction parce que, en fait, je trouve que c'est très français. Oui. Quand tu vas au Québec, par exemple, il n'y a pas ce truc, tu vois. Les gens, même si on a une langue qui se ressemble, mais il y a des mots qui sont différents. Quand tu dis des mots et que tu les comprends pas, les gens, ils essaient de comprendre ce que tu essaies de dire, tu vois. Il n'y a pas ce truc de « mais tu parles pas bien français », tu vois. Pareillement, tu vois, les Belges, ils ont une façon différente de parler, il y a des mots qui sont différents, etc. Mais même quand tu vas dans les dom-toms, tu vois, tu as des expressions, tu as des façons de parler qui sont différentes. Et même si la langue de base, c'est le français, on le parle de façon différente. Et souvent, ça arrive que on me reprenne sur des expressions en me disant « mais ça n'existe pas » ou « ça se dit pas comme ça ». Mais en fait, l'idée, c'est que tu aies compris ce que je t'ai dit. Et oui, c'est exactement. C'est pas la façon dont je l'ai dit. Alors, je dirais pas trop que... Enfin, là, c'est un truc de français, mais je dirais plus c'est un truc de personnes qui parlent qu'une seule langue. C'est vrai, c'est vrai. Tout à l'heure, tu t'es définie en tant que maghrébine. Oui. Et du coup, est-ce que ça sous-entend que tu te définis comme personne racisée? Alors, déjà, pour donner du contexte, mon père est moitié marocain et moitié amazir. Du coup, beaucoup de personnes ne savent pas, mais amazir, c'est berbère, du coup. Mais en fait, berbère, c'est un terme qui a été, je crois, un terme colonial qui a été utilisé. Et du coup, le vrai nom, c'est amazir, qui signifie, si je ne me trompe pas, en amazir, le peuple libre. Du coup, c'est pour ça que je dis amazir et non berbère. Et justement, maghrébine, parce que les Arabes sont les personnes qui viennent d'Arabie Saoudite. Alors que moi, je suis vraiment une personne... mon père est originaire du Maghreb. Et c'est vraiment une chose différente. Alors, est-ce que je me définis comme personne racisée? C'est une bonne question. Je dirais culturellement, oui, mais physiquement, non.
C'est-à-dire que dans mon quotidien, vivant avec quelqu'un de blanc qui est rendu en France et qui mangeait que de la nourriture de personnes blanches, sans dénigrer ça du tout, il m'a dit, mais tu mets beaucoup trop d'épices. Tu mets des épices dans tout ce que tu manges. Et c'est vrai, je peux pas faire un plat s'il n'y a pas d'épices. Et je sais typiquement, la dernière fois, j'avais mangé avec une personne qui avait cuisiné de la semoule et j'étais outrée que la personne a mis la semoule à bouillir. Et je me dis, mais tu mets pas la semoule à bouillir. Tu mets de l'eau tiède et tu mets petit à petit et tu mets l'eau. Tu mets pas la semoule à bouillir. Et c'est un truc qu'on m'a dit, mais t'es folle, arrête, ça se met à bouillir la semoule. Et c'est dans ces petits moments-là que je me dis, ah mais ça se voit quand même que c'est un bagage culturel que j'ai. Ouais, la nourriture, c'est un gros bagage culturel. T'as jamais subi de discrimination ou parce que tu disais que pendant un certain temps de ta vie, tu avais un faciès qui ressemblait beaucoup à une personne maghrébine et qu'avec le temps, maintenant, tu ressembles plus du tout à ce type à une maghrébine, ou en tout cas avec un faciès qui pourrait dire c'est quelqu'un qui vient pas de France, ou c'est quelqu'un qui vient pas en fait, des capitales d'Europe. En fait, déjà, beaucoup de personnes, vu qu'ils me voient avec des tatouages et des piercings, ils se disent c'est pas possible. Non, ça va pas ensemble, c'est pas possible. Du coup, il y a déjà ça. Et ensuite, je sais le fait que je suis devenue très très blanche de peau, même si comparé à mon homme, je suis métisse. Si on met côte à côte, ça se voit. Mais beaucoup de personnes me voient juste en tant que femme blanche. Vis-à-vis des discriminations, oui. Alors, c'est plus contre moi directement, mais c'est plus, je vais donner un exemple. Mon homme mon copain a des amis qui sont très dans l'humour noir. Et le nombre de fois qu'ils sont en train de faire un truc qui dit ouais, c'est de toute façon la faute, c'est ça l'arabe. Et moi, je suis en mode, mais moi aussi, je suis arabe. Et pourquoi? Et la facilité de dire ça, la facilité d'insulter les personnes d'autres ethnies en tant que personnes blanches que eux font, m'a foutu par terre tellement ça arrive souvent. Et c'est un truc, j'ai déjà essayé d'en parler avec eux. Ils me sont dit, mais toi, t'es différente, t'es une arabe différente. Je dis, je suis une arabe différente parce que je suis blanche, c'est ça? Non, mais parce que t'as grandi avec cette culture. Et je dis, mais c'est pas la même chose. Et ça me saoule. Parce que fut un temps, on m'aurait dit ce genre de choses. Moi, je me rappelle les fois où est-ce qu'on m'a dit espèce de sale arabe dans la rue, où une fois, j'étais allée avec 2 copines qui sont blanches de peau. Et on m'a accusée d'avoir volé, alors que c'était une de mes copines blanches qui a volé. Et j'ai beau dire, non, moi, j'ai rien volé. On me fouille. On a quand même appelé la police parce que j'avais le faciès. Ah, ça m'énerve. Oui, moi aussi. Et ça m'énerve d'autant plus quand je vois que maintenant, ça arrive à d'autres gens. Et d'un côté, je suis contente que ça m'arrive plus. Mais d'un côté, j'ai cette haine de et moi, je deviens une personne blanche. Du coup, ça y est, j'ai plus ces problèmes. Alors que c'est pas normal. La stigmatisation, elle est énorme, je trouve. Je vais pas dire qu'en France, parce que maintenant, avec le contexte actuel, ça s'étend de plus en plus, je trouve. Mais c'est vrai que, je parle de mon expérience en tout cas, on a une facilité en France à coller un stigmate. C'est un truc de dingue. Moi, j'ai un aspect mat de peau, tu vois. Et oui. J'ai travaillé dans des quartiers prioritaires. Et la première chose qu'on me demandait quand j'arrivais, c'est est-ce que j'étais maghrébine? Moi, volontairement, je réponds pas à ce type de questions parce que j'estime que c'est pas mon origine qui définit qui je suis. Donc, j'ai tout un tas d'excuses pour pas répondre à ces questions-là, tu vois. Quitte à mettre mal à l'aise les gens en face qui me posent cette question. Oui, mais j'estime que, en fait, depuis que je suis arrivée en France, on m'a jamais autant posé cette question-là. Mais c'est pas une question dans le sens où on te la pose de façon anodine. Elle est pas anodine, cette question. Tu vois, c'est pour derrière te classer, te mettre dans une case et te dire, bon, alors, toi, ça se trouve, t'es brésilienne parce que t'es mat de peau, peut-être que tu sais bien danser tel truc. Tu viens des Antilles, tu sais bien danser tel truc ou tu bois du rhum. Tu viens du Maghreb, tu sais bien faire le couscous. En fait, moi, dans mon métier, avant, j'ai entendu des trucs comme ça. Mais typiquement, le truc de danser, je me rappelle qu'une maman avait dit à ma mère en passant, c'était pour un de mes anniversaires,
C'était une copine, puis quand elle l'a donné, ma mère m'a dit mais c'est loufoque qu'elle me dit ça. Et la dame, elle lui avait dit en mode ah oui, comme ça votre fille elle pourra apprendre à danser à ma fille. Puis ma mère était là en mode pourquoi? Puis elle dit bah parce qu'elle est arabe. Puis ma mère était en mode mais le rapport. Et ça aussi c'est un truc. Ma mère, autant que je l'aime, elle est chiante pour un tas de trucs. Mais je me rappelle qu'elle me disait beaucoup de choses quand j'étais petite, telles que t'as les pouces de ton père. Et vu qu'elle aimait pas le fait que je pense que pendant longtemps, elle disait qu'elle aime cette partie de moi du fait que je suis métisse. Mais concrètement, j'ai l'impression que c'était pas le cas, en tout cas dans beaucoup des ressentis que j'ai eu en étant petite, où elle disait ouais ton père c'est ça l'arabe. Et mon père qui faisait la même chose parce que ma mère est une Anglaise. Et en fait, ça a toujours été un combat entre les deux. Et pendant longtemps, j'ai détesté mon identité à cause de ça. J'ai détesté dire que j'étais mixte. Je disais non, je suis suisse, c'est tout. Et ça, je trouvais ça très très dur. Et je voulais aussi dire vis-à-vis de la fétichisation, ça c'est un truc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont reproché le fait que je dise que je suis marocaine sur mes réseaux sociaux en disant, mais parce que les vraies marocaines ne ressemblent pas à ça. Puis j'ai dit, mais déjà, je suis pas mon origine. Et une origine ne veut rien dire. Et l'exemple que je donne avec ça, peut-être c'est un exemple trash, Hitler n'était pas allemand, il était autrichien. Et pourtant, guettez ce qu'il a fait à l'Allemagne. C'est un exemple tout simple. Et la fétichisation, par contre, c'est un truc que j'ai beaucoup vu quand j'étais petite. Ah oui, mais t'es une petite marocaine, toi. Ça, j'ai trouvé ça horrible. Maintenant que je m'en suis rendu compte à quel point c'est pas normal, maintenant je trouve ça horrible. Mais c'est plus un truc que je vis autant. Tu le vis pas dans le cadre de ton travail? Parfois, oui. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, je vais lui demander de faire une vidéo personnalisée avec un voile. » Puis j'ai dit « Mais ça va pas, non ?» Jamais de la vie. Puis on me dit « Mais pourquoi? Enfin, c'est juste un voile. » Et puis je dis « Mais vous vous rendez pas compte de... Ce serait me moquer de la religion, ce que je ne veux absolument pas faire. » Déjà que c'est une religion qui ne m'aime pas en tant que telle. Et ce serait littéralement insulter les personnes de ma famille, par exemple, qui sont voilées. Je veux pas faire ça. Et je le ferai jamais. Enfin... Dans certains cas, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont fait, mais prendre parce qu'ils étaient trop ignorants pour le savoir. Mais moi, je ne suis pas ignorante au point où est-ce que... Ouais, mais il y a certaines personnes, ils l'ont fait et c'était une erreur et ils le regrettent. Mais personnellement, je sais que moi, si je le ferais, je serais juste conne à le faire. Et c'est un truc que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais dans tes vidéos, pourquoi tu parles pas en arabe? Puis j'ai dit, parce que je fais des vidéos en anglais, en français. C'est très bien. J'ai pas besoin de faire des vidéos en arabe. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que une fois que les hommes arabes savent que c'est mon origine, ils sont encore plus attirés par moi, ce que je trouve vraiment chiant. Donc ils sont ah, mais c'est pour ça que je t'aime bien. Ah, c'est à cause de mon origine que tu m'aimes bien. Ouais. Ou bien il y a des personnes qui m'ont dit non, mais tu retrouveras le droit chemin une fois que tu deviendras une halal qui est bien dans la religion. Là, tu seras mieux, puis les hommes, ils voudront de toi. Parce que tout tourne autour des hommes, c'est bien connu. Oui, non, mais bien sûr. Nous ne sommes qu'un objet pour les hommes. Hein. C'est vrai que c'est bien connu, ça. Mais ça, c'est un truc aussi. J'ai jamais autant vécu la misogynie que depuis que je suis adulte et dans ce métier. C'est un truc de ouf. Et j'étais pas du tout du bord... vu que j'ai grandi en Suisse, la politique, je me rappelle quand on était à l'école et il y avait le truc des gilets jaunes, à l'école, on nous a dit non, mais Macron, il est de gauche. Mais non, il n'est pas de gauche. Pourquoi on nous a appris ça? Pour nous, à l'école, Macron, il était d'extrême gauche. On était, ah bon? Ok, Macron, il est de gauche. Et je me rappelle, on se foutait, on rigolait des Français de ce qui arrive. Et maintenant que je vis en France, je suis là en mode, mais est-ce qu'on était cons, hein? Est-ce qu'on était cons de rire de ça? Parce que c'est toujours quand on le vit pas qu'on en rigole. Par contre, quand on le vit, c'est plus drôle. Et notamment, une personne qui m'a beaucoup instruit sur la politique, et même quelque chose que je disais mal. Faut savoir que ma meilleure amie, elle est avec une personne arabe qui n'a pas grandi en France ni en Suisse. Et il a des mauvaises actions. Et j'avais parlé avec une collègue qui était charcutée sur le sujet. Et j'avais utilisé des termes qui étaient très mauvais et que en fait, j'ai juste utilisé. J'avais l'habitude que ma mère me les disait. Tels que, ouais, c'est un arabe qui fout rien, il n'a pas de métier. Alors que je me rends compte maintenant, mais qu'est-ce que je disais? Et c'est parce qu'elle m'a foutu au fait avec ce que j'avais dit. Elle a dit, par contre, c'est pas normal que tu dises ça. Toi-même, étant une personne arabe,
bah, ça m'a fait me poser des questions. Et grâce à elle, déjà, je me suis rendu compte que ce comportement est inadmissible. Et c'est pour ça que du coup, j'en ai appris plus sur le sujet. Et surtout d'un point de vue politique. Elle m'a appris un tas de choses sur la politique. Pour moi, tu peux être TDS, être apolitique. Non, clairement pas. C'est comme, je suis gothique. Mais un truc que j'ai aussi appris, c'est que gothique, ça veut dire de gauche. À la base, le mouvement, il est aussi vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la gauche. On est pour la libération, on est contre l'homophobie, etc. Et j'ai appris ça grâce à elle. C'est une des personnes qui m'a le plus éduquée sur ce sujet-là. Et j'en suis énormément heureuse. On parle d'un sujet qui est, en ce moment, je trouve, qui est vachement ancré. De plus en plus de TDS se positionnent et d'autres décident de ne pas se positionner. Je parle de politique. Hein. Moi, régulièrement, je regarde Insta et je suis des comptes de TDS qui se positionnent vachement dans la politique, etc. Et en fait, j'en viens à des fois me demander, moi, est-ce que ce que je fais de manière générale, hein, pas là tout de suite, mais tu vois, dans ma vie de manière générale, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Et il y a 2 ou 3 jours de ça, en fait, je me suis rendu compte que regarder constamment des personnes qui parlaient de politique, en fait, moi, ça me faisait culpabiliser. J'ai conscience que, bien sûr, que le métier de TDS, là, on a un fort attrait politique dedans. Mmh. Après, je trouve, et encore, c'est que ma façon de penser, hein, que critiquer les autres parce que il ou elle décide de ne pas se mettre dans un parti politique, c'est en tout cas moi ça me fait pas du bien, tu vois. Je sais pas comment l'exprimer, mais ça me fait pas du bien, ça me fait culpabiliser et je crois que demander autant aux autres que ce qu'on attend de soi-même, c'est pas forcément une bonne solution pour permettre aux autres de prendre conscience qu'ils ont un rôle important actuellement. Je sais pas si j'ai exprimé tout ce qu'il fallait comme il fallait, mais voilà. Je crois que j'ai compris. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ce que je trouve pas cool, c'est quand c'est un peu comme la religion. Faut pas rabâcher le truc aux gens, faut pas essayer de les marteler avec, mais je trouve ça quand même important. Comme moi, je lui avais parlé d'un sujet et elle me l'a amené, peut-être de manière sèche, mais de manière concise. Ce que tu as dit, c'est pas OK. Réfléchis pourquoi c'est pas OK et pourquoi tu dis ça. Oui. Et moi, c'est plus le fait que je trouve ça chiant à mes yeux quand c'est une personne blanche, cis, qui est là en mode non mais moi je suis apolitique. Mais bien sûr tu peux l'être, t'as pas de problème à l'être, tu peux l'être. Alors que justement je trouve que les personnes racisées, on a d'autant plus le truc de on en parle plus. Après c'est la vision que j'ai, mais je trouve ça vraiment très c'est parce que t'es une personne blanche, cis, t'as pas de problème dans ta vie, enfin, pas qu'il n'y a pas de problème, mais en mode, on n'a pas les mêmes problèmes et toi, tu peux te le permettre. Et que c'est plus ça que ça me dérange, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent se le permettre juste à cause de leur couleur de peau et leurs origines. Alors que beaucoup de gens ne pourraient pas. Tout comme je pourrais me le permettre, mais non, je ne veux pas. Et pour moi, c'est d'autant plus chiant que je peux me le permettre. Si ça fait du sens. Mais je comprends. En vrai, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et même moi, hein, j'essaye de parler là-dessus, alors que je sais, par exemple, la dernière fois, je parlais de la surconsommation, alors que je suis la première à surconsommer. Je suis addict au shopping et je le sais et je l'assume, mais ça m'embête. Mais qu'est-ce que ça m'embête ? Ouais, c'est... Enfin, je pense qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes déclics en même temps. Qu'il faut qu'on passe par différentes expériences des fois pour se rendre compte des choses, même si l'ensemble des personnes autour de nous disent c'est pas un comportement OK. Et je pense que des fois il faut qu'on ait un déclic pour se dire là ce comportement ne va pas. Tu vois, toi tu l'as eu parce que ta meilleure pote t'a dit que ton comportement n'était pas OK, etc. Je suppose que c'est parce que tu tiens à cette personne et que tu t'es remise en question parce que tu t'es dit attends, si cette personne qui tient à moi me dit ça, c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Alors c'était pas ma amie, excuse-moi,
Ah pardon, c'était pas ta meilleure amie. Pas de souci. Non, en fait, c'était une meuf des réseaux. Et en fait, ma meilleure amie avait des problèmes avec son conjoint, qui est du coup l'homme de qui j'ai parlé tout à l'heure. Et j'en ai parlé avec elle. Et les termes, elle m'a dit, écoute, les termes que tu utilises, c'est pas OK. T'es en train de parler de cette personne comme si t'étais une élitiste, voilà. Et ça se fait pas. T'es en train de parler d'une personne qui est de la même origine que toi, mal, juste parce que, par exemple, elle ne travaille pas. Et c'est pas OK. Et la manière dans laquelle cette collègue, du coup... maintenant, son nom sur Insta, c'est Cher Critique. J'ai beaucoup aimé la manière dans laquelle elle me l'a apporté, même si c'était sec, parce que ça m'a permis de me remettre en question. Mais je conçois le fait que parfois, on dit les choses de manière tellement violente que c'est là en mode, mais le seul truc que tu fais, c'est me sentir mal. Et ça, je le comprends. Parce que ça m'est déjà arrivé avec mes d'autres sujets, du coup. T'as déjà eu ce sentiment que tu devais prouver ta valeur par rapport au fait que tu étais différente des autres? Oui, vraiment. Je me rappelle, là, je vais parler de TDS, après, je vais aller sur la mixité. Vis-à-vis du TDS, je me rappelle, j'ai eu de la chance d'avoir un peu pété sur les réseaux sociaux. J'ai de la chance d'avoir plus de 90K, même si beaucoup de mes abonnés ne sont pas actifs, vu que les abonnés, ça monte, ça descend. Mais je me rappelle quand j'ai arrêté de faire des échanges de pub, parce qu'il y a trop de personnes qui m'en demandaient, mais qui me followaient même pas, hein, qui s'en foutaient de mon travail. Et qui m'ont dit, mais toi, tu mérites pas. Ça fait 2 ans que tu es sur la scène et tu es là, alors que moi, ça fait 7 ans, alors que je mérite 2 fois plus que toi. Et ça va vraiment ancrer le truc que je me suis beaucoup sentie pas légitime d'avoir le nombre d'abonnés que j'ai. Et maintenant, je fais moins de vues, franchement, je me sens déjà plus légitime. Franchement. Et après, il y a aussi le truc des personnes qui m'ont accusé d'avoir acheté des abonnés et tout, même si, bon, pas du tout. Et vis-à-vis de la mixité, pendant longtemps, mais oui, pendant longtemps, je me sentais pas légitime de dire que je suis marocaine. Mais si, je le suis, je suis moitié marocaine. Et c'est vrai, c'est la moitié de mon sang, la moitié de ma culture, la moitié de mon ADN, c'est ça. Et en étant petite, je le disais beaucoup. Et ma mère m'a dit, ouais, tu dis toujours que t'es marocaine, mais tu dis jamais que t'es anglaise. Et après, ça a fait un revers totalement où je disais que j'étais anglaise et je disais quasiment jamais que j'étais marocaine. Est-ce que tu dirais que ton corps est à ton image? Non, pas trop. Pourquoi? Déjà, j'aime beaucoup les trucs gore, sang, trash, noir, très partout. Alors que je trouve que j'ai une personnalité relativement solaire et que je sais que beaucoup de personnes, quand ils me voient, ils me disent ah ouais, avec tes tatouages, ça se voit, t'es dépressif, ça se voit que tu écoutes que des musiques tristes, alors que pas du tout. Enfin, mon artiste préféré pendant longtemps, c'était Ed Sheeran et j'écoute encore énormément ses musiques, alors que les gens sont comment ça, t'écoutes du Ed Sheeran? La dernière fois, je suis allée voir Julien Doré en concert. On m'a dit, toi, t'es allée voir Julien Doré en concert? Oui, j'aime Julien Doré, je suis fan. Alors que ça va pas du tout avec mon style. Je trouve que mon corps est vraiment pas trop à mon image vis-à-vis de ça. Mais c'est un peu les petits sous-entendus qu'il y a. Par exemple, mes tatouages. J'ai un gros tatou en trash avec un mot écrit dessus. Et beaucoup de personnes sont de mais j'arrive pas à lire et tout. Et c'est écrit les Bendig. Et le Bendig, en allemand, ça signifie joie de vivre. Et justement, j'avais demandé à ma famille d'accueil, pouvez me donner un truc pour me décrire. Cette famille d'accueil, elle compte énormément pour moi. Parce que faut savoir que comment j'ai grandi, mes parents m'ont foutu dehors. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini dans la famille d'accueil. Et c'est une famille d'accueil un peu genre réhabilitative. Ils vont t'apprendre à faire le ménage, la cuisine, t'occuper des enfants. Et c'est que ça constamment. Mais c'est ça pour que tu puisses entrer dans la vraie vie. Et à l'âge de 15 ans, j'ai eu mon propre appart grâce à eux. Parce que je me suis démerdée. Et jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu dans un 20 mètres carrés, en bossant à l'hôpital. Et je gérais tout toute seule, mes factures, etc. Et j'ai la fierté de dire c'est grâce à eux que j'ai réussi à faire ça, même si c'était difficile, même si pendant longtemps je les ai détestés parce qu'ils me forçaient à faire le ménage, alors que j'avais envie de faire totalement autre chose. Mais du coup, c'est un des meilleurs trucs que j'ai pu avoir. Et justement, ils m'ont dit, toi, t'as toujours eu la joie de vivre. Et du coup, je l'ai ancré. Et on dirait pas du tout qu'il y a écrit joie de vivre dessus. Et c'est ça que je trouve justement super cool. C'est beaucoup plus profond que juste ce que c'est. C'est une coquille, mais il y a bien quelque chose à l'intérieur. Ça, C'était un tatou pour toi, c'était pas un tatou pour les autres.
Non, du tout. Et il y a beaucoup de mes tatous, justement, ils sont pour moi parce que on peut dire, ah oui, c'est telle chose, mais ça a vraiment une signification pour moi. Même si je sais que pour beaucoup de gens, les tatouages, c'est devenu un truc juste esthétique. Moi, je sais que je suis une des plus chiantes parce que je veux absolument que chacun des trucs que j'ai sur moi ait une signification vis-à-vis de quelque chose. Est-ce que tu te souviens de la première, alors je vais utiliser un terme technique, hein, mais modification corporelle que tu as eue? Tu te souviens? Oui, alors déjà, il faut savoir que j'ai une modification corporelle qui est la langue coupée en deux, le split tongue. Mais le toute première que j'ai fait, c'était un piercing au nez, concrètement. C'était à l'âge de 8 ans. J'ai fait un anneau ici sur le côté. J'ai commencé très très tôt les piercings. Et ensuite, 14, j'avais le médusa. Mon septum, je l'avais à 15 ans. Nostril, etc. J'ai eu les piercings très très tôt. Et les tatous, par contre, j'ai fait mon tout premier tatouage toute seule à l'âge de 15 ans. Et ça se voit, je l'ai fait à l'encre de Chine. Avec une aiguille à coudre. Hein. Et c'est lui-là. C'est le sourire du chat de Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles. Avec écrit We're all mad here, qui est On est tous fous ici. Oh, tu l'as fait toute seule, celui-là? Je l'ai fait toute seule, ouais. Et ça se voit un peu, parce qu'il est beaucoup moins foncé que les autres. Il s'est bien estompé, mais franchement, j'ai juste envie de le remettre à nouveau, en vrai. J'ai envie de le remettre à nouveau et de le faire mieux. Mais ouais, je l'ai fait toute seule. C'était vraiment mon tout premier. Et truc drôle, hein. Ma mère et mon père ne l'ont pas cramé jusqu'à ce que j'avais 19 ans. Parce que... Non, pas du tout. Je traînais avec ma maman. Ma mère me dit, ah, c'est quoi ça? Ah, mais maman, je l'ai dessiné tout à l'heure. Je sais pas comment ça j'ai réussi, mais ils m'ont pas cramé pendant longtemps. Du coup, en vrai, je suis heureuse. Mais ouais, et ensuite, le truc le plus flagrant que j'ai fait, c'est qu'il faut savoir, du coup, je bossais en tant qu'ASSC, apprenti ASSC. ASSC, c'est entre aide-soignante et infirmière. En Suisse. Et du coup, c'est 3 ans d'études. Et j'étais à ma 2e année. Et je bossais en hôpital. Faut savoir, je faisais des 12 heures. Alors que, ouais, des 12 heures. Et j'avais l'école à côté 2 fois par semaine. Et j'avais mon appart. Et j'avais clairement pas assez d'argent pour vivre. Mon appart, il me coûtait 800 balles. Enfin, 800 francs suisses. Et je gagnais 700. Faut savoir que j'ai commencé à faire du TDS à ce moment-là. Je vendais juste mes nudes. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à en faire parce que fallait bien que j'ai une solution, sachant que j'avais pas vraiment de contact avec mes parents à ce moment-là. Et du coup, ils m'ont virée parce que j'ai eu beaucoup trop d'absence. Et en fait, il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai fait une grave erreur à l'hôpital. Mais plutôt que de me pardonner et de dire oui, c'est une gamine, elle a 17 ans, elle a de la peine avec tout ce qu'il y a autour d'elle, ça va pas dans sa vie et on veut être là pour elle, mais ils ont préféré me virer. Aussi vis-à-vis de mon style, hein, que je sois honnête. Ils m'ont viré le 21 décembre 2022. Du coup, on va trouver du travail à la période de décembre. Et du coup, le 22 décembre 2022, je suis allée faire mon split. Je suis allée couper ma langue. Je me suis dit, en fait, pendant longtemps, les problèmes que j'avais, je les gérais avec de la douleur. C'est-à-dire, plus ça faisait mal dedans, plus ça devait faire mal dehors. Et je vais être honnête, pendant longtemps, je me scarifiais aussi. Et je suis heureuse de dire que ça fait plus de 600 jours que je ne l'ai pas fait. Du coup, je suis tellement fière que j'ai totalement arrêté ça. Je compensais aussi beaucoup avec l'alcool. Il faut savoir que ma mère consomme de la drogue dure. Et que ça m'a traumatisée. J'ai aussi ma meilleure amie qui est tombée dans la crystal meth à l'âge de 13 ans. Ce qui m'a valu un gros choc. Et il faut savoir que ma petite sœur, ma meilleure amie, elle a vécu 10 fois pire que moi. Et je sais pas encore comment elle fait. C'est la personne la plus courageuse que je connaisse. Je lui avais demandé si je peux en parler. Hein, et elle a dit oui, pas de souci. Faut savoir que son père est en prison à vie en Suisse. Et il faut le faire pour être en prison à vie. Hein. Il a violé plus de 33 femmes différentes. Ouais, c'est horrible. Et justement, elle est tombée dans ça très très jeune, dans la drogue dure. Et en fait, ça m'a fait un vaccin contre la drogue. Ça me dégoûte. Je peux pas. Je vois quelqu'un qui est sous quelque chose, ça me terrifie. Je suis là en mode, t'approches pas de moi s'il te plaît. Mais du coup, pour moi, c'est relativement bien parce que du coup, j'ai jamais touché aux drogues dures. Certes, de temps en temps, je fume, je vais être honnête. Et j'ai décidé d'arrêter l'alcool. Aussi grâce à une collègue qui s'appelle Ça vaut le coup.
Elle parle du fait qu'elle est sobre et qu'elle a arrêté de boire de l'alcool. Et elle m'a grave motivée à arrêter parce que je faisais 3 soirées par semaine où je me prenais 3 cuites en une semaine. Je me reconnais un petit peu dans l'alcool par rapport à ce que tu dis. À partir d'un certain âge, ton corps, il te met une tape. Je te dis, Ça, qu'est-ce c'est que tu vrai. fais là? Mais je me rappelle mon premier coma éthylique, j'avais 15 ans. Et il y a quelqu'un qui a pris une photo de moi. J'ai encore la photo dans mon téléphone d'ailleurs. Où je suis par terre, je ne bouge pas. Et ils ont dû appeler mon père et mon frère qui sont venus me chercher. Et je me rappelle, faut savoir que ma grande sœur, elle en a fait des trucs avant moi. Du coup, mon père, quand je me suis réveillée du coma éthylique, je me rappelle, il m'a regardé puis il a dit bon, prochaine fois tu mets ta localisation, hein, et c'est tout. Puis je dis tu vas pas m'engueuler, il a dit comment ça je vais t'engueuler? Tu t'es pissé dessus, tu t'es vomi dessus, tu es dans un état pitoyable, tu es en train de souffrir. Pourquoi je t'engueulerais? T'es déjà en train de souffrir. En vrai, pour un daron musulman, qu'est-ce que j'en ai de la chance? Parce qu'il est super chou. Je l'aime de tout mon cœur, mon père. Mais justement, de la chance que ma mère m'a vaccinée vis-à-vis des drogues. Et c'est quelque chose qui me terrifie au plus haut point. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de la signification de tes tatouages. Comme Oui. quoi, c'était, tu me dis si je me trompe, hein, c'était une manière pour toi d'extérioriser ce qui se passait dans ta vie. Du coup, est-ce que tu es de la team genre no pain, no gain? Rapport à la douleur, pour toi, c'est une fierté? En vrai, oui et non. Je suis contente de dire que je tangue bien la douleur. Mais j'en avais parlé avec ma psy de ça d'ailleurs. Et elle m'a dit, tu ne vas jamais réellement guérir tes blessures si tu n'arrives pas à les affronter en face. À chaque fois que tu as mal à l'intérieur, tu vas t'infliger une douleur physique, mais tu n'arrives pas à rester posé avec ta douleur et l'accepter. Et c'est vrai. Et ça fait mal. C'est un truc que j'aime beaucoup avec ma psy, c'est qu'elle est directe. Et ça fait mal de se dire, j'arrive pas à gérer ma douleur seule. Genre à chaque fois, il me faut autre chose. Et c'est quelque chose que j'essaie justement de travailler pour. Et pour ça que les tatouages, maintenant, je suis moins dans l'optique, j'ai mal, je fais ça. C'est plus, j'ai mal, je veux aller mieux, je vais essayer de rester avec ma douleur, mais je sais que j'aurai quand même besoin de quelque chose après. Mais beaucoup de mes tatouages, oui, ils ont un rapport spécial. Bah, tous ont un rapport spécial, que ce soit mon artiste préféré que j'ai au-dessus du genou droit ou ma série préférée. J'ai vraiment tout ce que j'aime est dessus. Et j'ai aussi des trucs par rapport à la famille, étonnamment. Même si, du coup, ma famille m'a foutu dehors. Hein. Est-ce que tu repousses constamment les limites de ton corps ou alors tu disais que avec ta psy, tu travaillais là-dessus, tu as défini une limite claire pour ton corps, dans le sens où t'as split ta langue. Est-ce que genre il y a une prochaine étape? Est-ce que ça pourrait être des oreilles d'elfe ou un truc comme ça? Oui, alors je vais faire les oreilles d'elfe, oui, ça c'est sûr que je veux le faire. Mais il faut que je mette l'argent de côté parce que ça a coûté très très cher. Mais oui, je vais faire les oreilles d'elfe, mais ça va pas avoir trop avec la douleur, juste d'un point de vue esthétique, je trouverais ça beau. Mais en fait, faut savoir que pendant longtemps, je voulais faire des choses comme refaire mon nez, liposuction, BBL, voilà. Et ça, c'est la limite claire que je me suis mis, que je vais pas faire ça. Si je veux faire 1 ou 2 trucs, d'accord, mais ça doit pas venir un truc de « je suis horrible, je veux faire ça ». Et c'est aussi plus, avant quand j'allais mal, justement, je me scarifiais pour avoir une douleur à un endroit et plus sentir le reste à l'intérieur. Maintenant, je fais des exercices de respiration, je me calme, j'essaye d'accepter le fait que c'est là et que faire quelque chose va pas l'empêcher, ça va pas le faire partir, ça reviendra de façon et c'est là constamment. Mais sinon sur la limite claire que je me suis posée, oui, je peux être tatouée de la tête aux pieds, je l'ai toujours dit. D'ailleurs ça c'est un truc, quand j'étais petite, j'avais dit, quand j'avais 6 ans, j'ai vu un tongue split pour la première fois et j'ai dit à mes parents et à l'école, moi je vais faire ça quand je suis plus grande, et mes parents ont totalement oublié, hein. Et quand j'allais couper ma langue, je leur ai prévenu, ma mère s'est mise à genoux pour me supplier de pas le faire. Ce qui est quelque chose pour ma mère, qui a une de ses fiertés. Et mon père, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Et tu sais de toute façon qu'elle va le faire borner comme elle est. Et il a pas tort. Et du coup, la limite que je me suis fixée, c'est j'attaque pas mon visage avant que j'ai 25 ans. Ni mon cou. Et du coup, cette limite, elle va être repoussée une fois que tu auras atteint 25 ans.
Une fois que j'aurai 25 ans, je suis partante de, ouais, par exemple, faire un tatouage au visage. Mais le truc, c'est que quand je me fais une promesse à moi-même, je la tiens. Je me suis promis que j'allais jamais consommer de drogue dure et je consommerai jamais de drogue dure. Je me suis promis que j'allais pas faire un tatouage à mon visage avant mes 25 ans. Je ne tatouerai pas mon visage avant mes 25 ans. Est-ce qu'il y a Alors, je suppose qu'il y a une raison. Du coup, est-ce que c'est OK pour toi de la partager, cette raison, ou tu préfères que ça reste personnel? La raison pourquoi je veux pas faire? Pour laquelle tu veux te tatouer le visage? Alors, j'ai envie de faire un tatouage au visage. Je suis fan d'un jeu vidéo qui s'appelle Blasphemous. C'est sur le catholicisme espagnol. Je suis très très fan. Et je vais faire la mea culpa, qui est l'arme du penitent one, qui est l'arme du perso qu'on joue, qui veut dire en latin ma faute. Et je trouve ça beau parce que dans cette arme, il y a tous les péchés de tout le monde qui est dedans, et c'est une seule personne qui l'a brandi, une seule personne qui souffre avec. Et c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, et c'est un tatouage que je voulais faire, mais je la voyais pas à un autre endroit que sur le côté du visage ici. Et du coup, je me suis promis que je vais pas me tatouer le visage avant mes 25 ans, parce que sinon je risque d'avoir genre des tatouages au milieu du visage et tout, alors que ce serait aller trop loin, et ce serait... En fait, je suis très impulsive dans mes trucs, et je sais que ce serait pas une bonne chose de faire ça impulsivement. Du coup, je me suis donné, d'ailleurs je me suis dit ça à 19 ans, du coup je me suis dit, j'ai 6 ans. 6 ans. Et je sais que je vais le faire, mais quand je tape mes 25. T'es dans le contrôle quand même, hein? Oui, mais du coup, par exemple, j'ai aussi envie de refaire certaines parties de mon corps. Par exemple, j'ai fait une réduction mammaire, et il y a quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est par exemple une liposuction du ventre, ou un BBL, même si je pense pas faire BBL, beaucoup trop dangereux cette procédure. Mais je me suis promis que je vais pas le faire non plus avant mes 25 ans, même j'ai dit avant mes 27. Je me fixe des limites et je me fais des promesses à moi-même, parce que je sais qu'on m'a tellement brisé mes promesses envers moi-même, je les briserai jamais, et je le sais. Est-ce que tu dirais que du coup, t'es l'artiste de ton corps? Oui et non. Je suis la personne qui a les idées, mais les artistes, c'est les personnes qui font les tatous, concrètement. Et c'est dur parce que, à plusieurs reprises, quand je me suis tatouée, on m'a dit, mais est-ce que t'es chiante? Parce que je t'ai dit quelque chose et je vais demander 100 fois à ce que tu changes la chose. Parce que je veux que ce soit exactement comment je l'avais en tête. Enfin, du mieux que possible. Si c'est pas possible, bah voilà. Mais je sais que je suis très très chiante sur ça. Mais par exemple, je regrette aucun de mes tatouages. À la limite, je regrette comment ils ont été faits. Par exemple, j'ai un scolopendre ici. Je le trouve beaucoup trop foncé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui me l'a fait a pris un tatouage Pinterest et l'a copié-collé. Du coup, c'est pas un truc original. Et j'ai déjà demandé à plusieurs personnes, on pourrait pas faire quelque chose. Et on m'a dit, il est trop foncé. Du coup, à moins que tu fasses un full black par-dessus. Voilà. Et 2, j'avais dit un autre scolopendre par-dessus. Puis on m'a dit, mais ta peau, elle est tellement lésée là que c'est une mauvaise idée. Parce que ma peau, elle est vraiment... Ouais, je fais des cicatrices mal. Et il faut savoir, j'avais un industriel et j'ai fait un énorme kéloïde. Ah, les kéloïdes, ça c'est un truc. Hein. Et j'ai des cicatrices kéloïdes autour des tétons à cause de ma réduction mammaire. Et c'est un truc qui me complexait beaucoup. Et il faut savoir que mes abonnés aiment beaucoup ça. À Skip, ça fait guerrière, on m'a dit. Mais après, j'aime beaucoup ce que j'ai sur le corps parce que toi, une histoire, toi, une raison d'être là. Et d'ailleurs, je me suis un peu fait tacler par ma psy. J'ai beaucoup de trucs sur le fait de... Je sais pas si tu connais Fairy Tail. Oui. Bah, j'ai la marque La Guilde tatouée sur mon bras. Ok. Sur le même bras que Natsu et à l'endroit où elle a Erza. Et Natsu, c'est une personne qui se relève tout le temps, hein, le pouvoir de l'amitié, comme il dit. Oui. Et j'ai beaucoup de tatouages qui signifient le fait de se relever constamment. Et je me rappelle d'avoir parlé avec ma psy, puis qu'elle m'a dit, pour une personne qui a beaucoup de tatouages sur le fait de se relever, pourquoi tu restes à terre autant longtemps? Et j'étais là en mode, oui, c'est bon, j'ai compris, d'accord. Et c'est vrai, c'est vrai. T'en as un petit peu parlé dans certaines stories que tu fais du tatouage. Oui. Aussi. Tu disais que tu avais une certaine rigueur face à ce que toi tu avais sur ton corps. Est-ce que tu as cette même rigueur dans ton travail? Du coup, tu es apprenti? Comment est-ce que tu peux nous expliquer
Ouais, pas de souci. Alors moi, je me qualifierais de scratcher, c'est-à-dire que j'ai le diplôme d'hygiène et salubrité. Je sais faire du piercing, ça je sais faire le piercing, même si je suis clairement pas la personne la plus douée que je connaisse. Non, mais faut être cash. Je connais des gens qui font tellement mieux que moi, puis je me dis, mais je veux pouvoir faire comme ça. Et du coup, pour le tatouage, étonnamment, je suis douée en couleur. Et j'ai ma meilleure amie qui m'a dit, tu verras, toi, ton style, c'est des tatouages trash, et toi, tu vas faire de l'aquarelle, tu vas me faire rire. Et c'est possible, je suis relativement douée en couleur. Cette personne que j'ai tatouée, c'est moi et mon homme. Et du coup, ça va être ma meilleure amie. Ma meilleure amie, elle veut que je sois la personne qui la tatoue. Et elle a, entre guillemets, accepté d'être mon cahier de brouillon avec ses trucs à elle. Mais elle sait qu'il y a parfois où ça donnerait pas le résultat qu'elle veut. Mais elle l'a accepté. Elle a déjà été mon cahier de brouillon pour les piercings. Elle m'a dit, non mais entraîne-toi sur moi. En plus de ça, moi j'ai des piercings gratuits, ça m'arrange. Ma meilleure amie, c'est la meilleure personne que je connaisse, franchement. Incroyable, je l'aime trop. Et du coup, oui, j'ai quand même une grosse rigueur. Et c'est pour ça que ma meilleure amie, elle a perdu un de ses chats, son tout premier chat, qui est mort d'un AVC malheureusement. Et elle m'a dit, je sais pas quoi faire comme tatou pour elle et tout. Et j'ai vu que mon style, c'est de faire des dessins, avec des gros traits et tout. J'ai pris des photos que j'avais de son chat et j'ai fait les traits au niveau de ses poils. Et je lui ai montré, je me rappelle que ma meilleure amie, elle a pleuré, elle a dit oui, je veux ça. Mais je ne l'ai pas encore tatoué parce que j'ai envie de pouvoir tatouer un truc parfait. Je veux que ce soit le meilleur tatouage que j'ai jamais fait, franchement. Et du coup, en ce moment, je ne l'ai pas encore tatoué à cause de ça, parce que je veux être sûre de ce que je fais avant de le faire. Du coup, oui, j'essaye d'avoir un max de rigueur. Ça fait combien de temps que tu t'y es mis? Pour le tatouage, Ouais. ça fait 2 ans et demi maintenant. Je m'entraîne clairement pas assez, je le sais, malheureusement. Du coup, ouais. Et aussi, je trouve que la machine que j'ai, elle est relativement lourde pour mes mains. Elle me fait vite mal au poignet, malheureusement. Mais voilà, pour l'instant, je tatoue sur fausse peau et je suis contente avec ce que je fais. Enfin, j'ai mon iPad, je dessine dessus et tout. Mais mon but, si je pouvais, je deviendrais tatoueuse, mais j'ai peur de jamais avoir le niveau que je veux avoir. Du coup, est-ce que pour ça, il faudrait pas que tu ailles dans un salon de tatouage et que tu sois apprenti avec un artiste? Il faudrait, mais de base, j'allais être apprentie dans un salon de tatouage et de piercing, mais il a fermé. Et d'ailleurs, un truc qui est arrivé récemment, j'étais à Paris et je me suis fait tatouer. Le mec qui me tatoue, super, je l'adore, tout plein, incroyable. Il y a son collègue qui est là, puis il me dit, ouais, tu fais quoi dans la vie? Je lui dis, je suis créatrice de contenu sur les plateformes. Et le mec, il dit, ah ouais, il est combien ton abonnement? Puis je dis, bon, bah voilà, 24,99, machin. Ah, mais c'est cher. Bref, voilà. Et ensuite, en partant, il dit à son collègue qui est en train de me tatouer, ah ouais, tu m'enverras son compte Insta, je veux check ces plateformes. Et moi, sur le coup, j'ai pas tilté que c'est pas OK. Et c'est parce que j'étais avec une collègue qui m'a dit, mais ce comportement est pas OK. Et le mec qui me tatouait, il a dit, je suis trop désolée, je suis gênée. Je dis, mais c'est pas toi, c'est lui le problème. Et ça m'avait vraiment choquée. Moi, quand je suis en société, je mets un cap d'invisibilité. Pour éviter ce genre de comportement, certaines personnes sont pour, certaines sont contre. Moi, j'estime que j'ai pas à éduquer les gens. En tout cas, ça me fatigue de les éduquer, clairement. On n'est pas là. Certains et certaines y arrivent très bien, mais il y en a d'autres, ce qui est mon cas, je suis pas leur mère. Je pense qu'ils sont assez grands pour à un moment donné avoir un minimum de lucidité sur ce qu'ils disent et ce qui est déplacé ou pas. Je pense que si on avait dit ça à sa petite sœur ou à sa mère, il l'aurait mal pris. Oui, exactement. Donc, en fait, pourquoi tu vas le dire à une inconnue? Tu vois, déjà, rien que ça. Après, j'ai quand même la chance un peu que... En fait, j'ai un compte secondaire qui s'appelle Lemon Girl avec 4-6 au lieu de 3. Et ce compte-là, c'est un peu mon compte influenceuse. Genre, je poste juste des trucs, voilà. Et quand les gens me demandent ce que je fais, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et par exemple, j'étais chez la fête du père du copain d'un de mes potes. Et du coup, il y a eu toute la famille qui me dit, ah, tu fais quoi toi dans la vie? Puis je dis, ah, je suis influenceuse et tout. Puis j'ai vu, du coup, quelqu'un me dit, c'est quoi ton réseau? Puis j'ai dit, Demon Girl avec 4-6. Parce que c'est un peu la technique de j'arrive à vestir le truc si ça fait du sens. Mais surtout quand c'est vis-à-vis d'adultes qui connaissent, par exemple, ma famille. Parce que ça me gênerait un peu. En fait, mon père est au courant.
Même si, pour être honnête, à mon père, il perd la boule. Hein. Cash, il perd la boule. Et à plusieurs reprises, il me dit ouais, tu fais quoi déjà? Ah ouais, non, en fait, dis-moi pas. Et ou bien il me dit ça s'est bien passé le boulot. Non, en fait, je veux pas les détails. Voilà. Et sinon, ma mère, d'ailleurs, un truc qui m'a outrée, hein, qui m'a choquée. L'anniversaire de mes 21 ans, j'étais en Suisse. C'est en fait aux alentours de mon anniversaire, c'est la fête du village à chaque fois. Et du coup, j'étais à la fête du village et ma mère, qui était alcoolisée, qui avait, je crois, consommé un petit truc, on est en train d'écouter de la musique, un groupe qui jouait. Ma mère me fait un câlin, elle me chuchote dans l'oreille, tu sais que je suis fière de toi. Même avec ce que tu fais, je suis fière que tu aies trouvé ce que tu fais et que tu assumes. Et j'en ai eu les larmes aux yeux. Mais ce qui me fait plus mal, c'est qu'elle a dit, elle a dit en état d'ébriété. Ce qui veut dire qu'elle le dirait jamais en temps normal. J'ai de la chance d'avoir des parents qui acceptent ce que je fais. Surtout parce qu'ils sont pas sur les réseaux sociaux. Mais je sais que la famille du côté de mon père, la famille au Maroc, l'a critiqué. Mais ils l'ont vraiment insulté. Et puis j'ai dit, mais si vous, votre fille, elle fait de la merde, c'est pas de votre faute en fait. Alors, je dis pas que ce que je fais, c'est de la merde, mais dans le sens où mon père, il n'a pas un contrôle sur ce que je fais. Je suis une adulte. Je vis à 3 heures de chez mes parents. Hein. Je suis dans un pays à côté. Ils peuvent rien faire sur ce que je fais. Et c'est un truc que vraiment, je déteste ce côté de la famille. Et pas seulement pour ça. Hein. Pas seulement pour ça. C'est pas toujours simple d'accepter ce que les autres ils pensent de ce qu'on est de manière générale, hein, qu'on travaille dans l'industrie du sexe ou pas, hein, qu'on fasse des choix ou pas dans nos vies, parce que souvent il y a cette projection qu'ils ont sur leurs enfants. Et pour eux c'est difficile de se détacher de la projection qu'ils ont, tu vois. Mais ça, c'est pareil pour les amis. Tu vois, les amis, ils ont des projections aussi sur ce que nous, on est pour eux, ce qu'on doit être pour eux, etc. Et je trouve que ce qui est le plus compliqué dans la vie, c'est de rester soi-même. C'est vrai. Quoi qu'il arrive. On a tendance à vouloir faire plaisir aux autres et du coup, on s'oublie. Et c'est un truc que je dis souvent, c'est ce qui est le plus compliqué dans la vie, c'est de rester soi-même. Est-ce que tu veux conclure par quelque chose avant qu'on passe à la suite? Ouais, juste que je trouve en fait ça vraiment dommage que beaucoup de personnes rêveraient d'avoir une double identité culturelle, mais que souvent c'est beaucoup plus dur qu'on le pense, que souvent c'est t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. En fait, en grandissant, je connais personne qui a les mêmes origines que moi. Je connais personne qui a ma mixité. Du coup, je peux pas relate à quelqu'un qui a la même chose que moi. C'est toujours, t'es dans ton truc seul. Et ça, je trouve ça vraiment un peu triste. J'essaie de rejoindre les deux communautés auxquelles tu appartiens. Enfin, tu appartiens à plusieurs communautés, mais là, en l'occurrence, celle du tatouage et celle de la multi-identité, c'est ce que tu m'as dit. Est-ce que dans la communauté des bod mod, je sais pas si on dit comme ça, t'as eu cette impression que ta double identité culturelle, c'était quelque chose d'extraordinaire ou qui était peu répandu? Je connais pas beaucoup de personnes métisses qui font ça ou qui en ont beaucoup de tatouages, mais après je connais pas beaucoup de monde non plus. Après je connais des gens qui sont d'un point de vue style vestimentaire, j'ai une amie de Suisse qui a les cheveux roses pompons et qui est tunisienne et à plusieurs reprises on a fait des danses sur des musiques arabes ensemble et ça c'est cool. Vis-à-vis du tatou, non franchement je sais pas trop, je connais pas assez honnêtement. Et du coup t'as déjà essayé de te rapprocher d'assauts qui pourraient justement mettre en valeur des personnes qui aient des doubles identités, etc. Pas trop. Les associations, c'est vraiment pas mon truc, honnêtement. Okay. Du coup, non, pas trop. Et est-ce que tu as l'impression que ça t'isole? Non, pas trop.
Après, peut-être c'est parce que j'ai pas l'impression non plus d'être racisée, que ça se voit vraiment. Mais par exemple, étant une personne qui est du coup quart berbère, du coup quart amazigh, dans la culture amazigh, les tatouages, c'est un énorme truc, surtout les tatouages au visage. Et ça, c'est quelque chose que j'avais demandé à mon père, s'il peut demander c'est quoi que ma grand-maman, elle avait tatoué. Parce que je voulais faire la même chose, et mon père refuse catégoriquement, il veut pas demander. Parce qu'il veut pas que je me fasse tatouer le visage. Et personnellement, j'ai envie, parce que je sais que c'est quand même ma culture, et j'aime beaucoup. Mais un truc que j'ai remarqué, par exemple, mon père ne dit pas amazigh, il dit berbère. Et ça, c'est parce qu'on lui a appris ça. On lui a appris que c'est le terme berbère, pas amazigh. Et je trouve ça un peu triste. Pas tout à fait la même chose, mais voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que dans la culture amazigh, tu as énormément de symboles avec des tatouages qui représentent des symboles, quoi. Je sais pas si c'est dans le bon sens où je dois le dire. Dernièrement, j'étais en train de regarder Internet et tout, et j'ai vu que tu as le symbole du palmier, je crois, qui est représentatif de l'abondance ou un truc du genre, quoi. Et c'est vrai que tu as beaucoup aussi de femmes qui ont le visage tatoué. Et ouais, ça fait un lien, en fait, là, maintenant, que tu le parles, que tu en parles, ça fait vraiment lien avec tout le reste. Et c'est étonnant que tu n'aies pas de tatouage qui soit symbole. J'aimerais bien, mais si je le fais, pour moi, ce serait faire à l'endroit où est-ce qu'eux, ils ont le plus. C'est-à-dire, soit en dessous des yeux, soit ici sur le menton. Et du coup, moi, je comptais faire sur le menton, un peu comme les... Je sais plus le nom. Je crois que c'est les... Non, je sais plus le nom. C'est les personnes de Nouvelle-Zélande qui font le haka. Dans les Polynésies françaises, il y a ça aussi. Ouais. Oui, qu'ils ont les tatouages ici. Et en vrai, j'aimerais bien. Mais le truc, c'est que c'est un peu des traits, en mode, c'est des points et des formes un peu géométriques. Et je déteste ce genre de tatouage. C'est beau sur les autres, c'est magnifique. Mais je me verrai jamais avec ça. Du coup, il faudrait que j'essaye de trouver ce que, par exemple, ma grand-maman, elle avait. Et refaire le truc en mode dans mon style à moi. Et ça permettrait d'avoir un mélange des deux. Mais j'aimerais bien, mais ça serait un gros truc. Ce serait sur le visage et ce serait ici sur le menton. Ce qui veut dire que c'est pas un truc que... Ouais, c'est flagrant, quoi. C'est quelque chose. Et on n'a dit pas avant 25 ans. Déjà pas avant 25 ans, mais je trouve qu'il y a une différence entre faire un tatouage, par exemple une dague qui est ici, que si on a les cheveux détachés, ça se voit pas, versus un truc qui est sur le menton que tu verras constamment, toujours, tous les jours. C'est sûr. Mais j'aimerais, parce que c'est quand même un héritage et je veux quand même l'avoir. Tout comme j'aimerais bien apprendre le berbère, mais quelle galère. Déjà, je sais pas bien parler arabe. Je le comprends relativement bien, mais je sais vraiment pas le parler. Je propose qu'on passe à la dernière partie. Allons-y. Qui s'appelle l'instant photo. Du coup, l'idée sur ce moment, c'est que je te présente des images qui sont en lien avec les thématiques qu'on a abordées. Mm-hmm. Et que toi, tu y réagisses. Si l'image, elle te parle, tant mieux. Si elle te parle pas, tu me dis j'ai rien à dire et on passe à la suivante. Alors, la première image, c'est... Allez, une qui est en lien avec ce dont on vient de parler. Et c'est Freezy Cut. Je l'ai croisé à une convention tattoo à l'Axone, c'est-à-dire hier, littéralement. Et j'aimerais bien qu'elle me tatoue la main. J'aime bien son style et tout. Franchement, je suis une fan d'elle. Je la follow depuis que j'ai 17 ans. Peut-être ça fait un peu trop fangirl, mais je suis vraiment très très fan d'elle. Et de ce qu'elle fait. Et j'aimerais bien qu'elle me tatoue la main droite, en mode animé et tout. Mais du coup, voilà. Alors, la suivante, c'est celle-là. Ah, ça c'est toutes les têtes que j'ai eues. Ouais, j'ai énormément changé de tête physiquement. Enfin, je le trouve. Mon visage c'est toujours le même, mais mes cheveux ont énormément changé. Piercing aussi. J'aime beaucoup parce que je trouve que j'ai ce truc de j'ai jamais la même tête et mes amis mes amis m'appellent parfois le caméléon parce que je peux vite changer de tête. J'aime beaucoup parce que j'ai aussi l'impression de voir
plusieurs phases de ma vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et ouais, franchement, les coupes de cheveux et tout ça. Et aussi, je suis contente de voir, je me lissais beaucoup plus les cheveux avant, je le vois. Et que maintenant, je les ai quasiment tout le temps bouclés. Ça, c'est cool. Et ça, c'est un truc de mon héritage que j'assumais pas pendant très très longtemps, le fait d'avoir les cheveux bouclés. Je les disais constamment à l'école. C'est la dernière et c'est celle-ci. La fierté. Ah, bah la fierté d'être de plusieurs origines. La fierté d'être qui on est aujourd'hui. Personnellement, je suis fière de qui je suis aujourd'hui. Même si je vis pas tout ce que je veux, je fais pas tout ce que je veux et je pourrais faire bien mieux. Bah, tous les jours, j'aimerais faire mieux et c'est le but. Ouais. Fierté d'origine, fierté de mixité. Mais oui, je trouve que c'est un truc qui est super important. Faut être fier de qui on est. Si on veut changer des choses, ben on peut les changer. Soyez fiers de qui vous êtes, hein, que ce soit votre couleur de peau, votre ethnicité, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On est qui on est et c'est tout. Même si on n'a pas l'impression de ressembler à l'origine qu'on est, on l'est quand même, c'est notre sang, c'est notre origine, c'est un truc qu'on nous enlèvera jamais.